Le président russe a pris lui-même le volant de ce SUV pour se rendre à Marioupol. Vladimir Poutine et son vice-premier ministre, plan de reconstruction sous le bras, découvrent une zone résidentielle entièrement reconstruite par Moscou en un temps record. Le centre-ville a été gravement endommagé. Une partie des bâtiments sont des monuments historiques. Nous débattions de les démolir ou non. Finalement, nous avons décidé de les garder. S'ensuivent une visite d'un appartement flambant neuf et la rencontre avec des habitants du quartier. Image d'un président russe, sauveur de la ville martyre de Marioupol, assiégée par la Russie dès le début de l'invasion en Ukraine. La cité portuaire devient tristement célèbre pour ses images d'immeubles en miettes, pour son théâtre et ses occupants broyés par les bombardements russes, et pour son usine Azovstal, où s'étaient retranchés quelques 2500 combattants ukrainiens avant de se rendre en mai dernier. Le déplacement du président russe à Marioupol aurait été décidé au dernier moment. Le Kremlin a même affirmé dimanche que la visite était spontanée. Elle n'a pas manqué de faire réagir les autorités ukrainiennes. Elles ont déclaré que Vladimir Poutine a visité Marioupol de nuit comme un voleur. Nous retrouvons Julien Colling en direct de Moscou. Alors Vladimir Poutine qui se met en scène à Marioupol, une ville où des crimes de guerre présumés ont été dénoncés. C'est sa réponse au mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale ? C'est bien possible, effectivement. Il y a différents objectifs qu'on peut interpréter dans ce déplacement, mais effectivement, ça peut être la volonté de faire une sorte de pied de nez aux pays occidentaux, après donc ce mandat d'arrêt qui est lié à Marioupol, parce que rappelons-le, Vladimir Poutine également est accusé d'avoir notamment extrait des enfants et volé des enfants à l'Ukraine pour ensuite les faire passer de force en Russie, notamment. Et donc, effectivement, ça peut être vu comme ça, mais c'est aussi sans doute une opération de communication rondement menée pour son auditoire interne, pour la population russe, car on sait que, effectivement, c'est aussi une question de budget. Si vous voulez, depuis l'élection de la Crimée, par exemple, il y a 9 ans, énormément d'argent a été mis dans la Crimée, donc au détriment parfois d'autres régions russes. Et c'est la même chose pour Marioupol. En fait, on a vu effectivement sur les images des moyens absolument énormes, colossaux mis par la Russie pour reconstruire ce qui a été détruit par également la Russie. Et en fait, le but du Kremlin, c'est aussi de faire de Marioupol une sorte de ville témoin, en fait, avec différents bâtiments flambant neufs, des installations sportives également qu'ils veulent reconstruire. Et donc, le but, c'est aussi d'expliquer à la population russe que ça valait le coup et que même s'il y a eu beaucoup de pertes et que ça a coûté beaucoup d'argent, en fait, regardez le résultat, tout est propre, tout est safe. C'est aussi comme ça qu'on peut comprendre l'image de Vladimir Poutine conduisant lui-même dans les rues et sur le chemin entre le Donbass et la Crimée. C'est pour montrer que tout va bien et que tout a été sécurisé et que maintenant la Russie est là pour toujours et que ça va bien se passer. Alors demain lundi, il accueille Xi Jinping à Moscou, première visite officielle du président chinois depuis le début de l'invasion. Alors quel est l'objectif affiché de la rencontre? Quels sont les enjeux? Si vous voulez, c'est vrai que du point de vue chinois, on peut aussi dire que c'est assez parlant, puisque Xi Jinping vient d'être réélu officiellement donc à la tête du Parti communiste chinois, et en fait, il semblerait que l'alliance finalement que certains appellent de circonstances, mais tout de même semble assez solide, et la Chine ne semble pas vouloir pour l'instant s'éloigner de la Russie, même s'ils ont émis des réserves contre l'invasion de l'Ukraine il y a quelques semaines. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce geste est vu comme une sorte de soutien affiché une fois de plus de la Chine à Moscou, et Moscou, effectivement, peut-être se sent également renforcé dans ses actions en Ukraine par le soutien pour l'instant indéfectible de la Chine. Et il faut bien comprendre aussi que, comme l'ont dit les deux leaders, officiellement c'est le début d'une nouvelle ère donc, entre les deux pays qui sera donc ouverte demain, mais c'est aussi au niveau économique que ça se passe, puisque la Russie a énormément besoin de la Chine aussi au niveau économique, face à toutes les sanctions et après s'être isolée donc des pays occidentaux et de l'Europe surtout, qui était son plus grand marché. Et la Chine également a besoin de la Russie, puisque c'est là aussi un énorme marché pour les produits chinois. On voit d'abord déjà en Russie actuellement énormément de voitures chinoises, notamment arriver dans les rues. C'est vraiment assez impressionnant, à la place des voitures occidentales. Et donc, pour l'instant, le partenariat semble solide, et rien ne semble, comme l'a dit la Chine aussi, rien ne peut pour l'instant affaiblir l'amitié entre les deux pays. Donc à suivre, mais pour l'instant, ça semble être assez solide. Merci Julien pour ces précisions en direct de Moscou. Mariupol frappé ce matin, c'est un symbole dans une ville qui elle-même est un symbole, ville martyre bien sûr pour les Ukrainiens, et ville de la reconstruction en tout cas pour les Russes. D'abord, les faits et ce que nous savons ce soir, les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors que sait-on précisément de ce qui s'est passé ce matin à Mariupol ? Eh bien, nous sommes à Mariupol, à l'est de l'Ukraine, dans l'oblast de Donetsk. Mariupol sous le contrôle total des Russes depuis qu'ils ont conquis la ville au printemps dernier. Regardez
Bâtiment reconstruit par l'armée russe, entre 50 et 70 000 nouveaux habitants, essentiellement des Russes, relogés dans ces habitations, écoles et administrations russophones. Bref, c'est une russification à marche forcée. Il est 22h30 hier, quand tout à coup, dans le ciel, voici ce que les habitants ont vu. Ce que l'on voit ici, ce sont des missiles de défense antiaérienne russes en action, tirés depuis le sol. Vraisemblablement, ils sont lancés pour intercepter des tirs. Tout porte à croire donc que Mariupol a été fortement attaquée. L'ancienne administration ukrainienne dénombre cette nuit au moins 11 explosions, précisément dans les quartiers de la ville au nord et au sud. La vidéo publiée sur Telegram d'un blogueur militaire russe basé à Mariupol semble accréditer ces attaques. Regardez. Ночью вернулись в Донецк. Что касается Мариуполя, я, если честно, в шоке, что его начали вообще бомбить. Мы настолько его плотно застраивали, настолько туда вливают денег, что мне казалось, что есть некая договоренность того, что этот город обойдет стороной все происходящее. Но нет, вчера начали бомбить. Бомбить точно начали чем-то новеньким. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, quels sont ces missiles? D'où viennent-ils? Bien, c'est là que ça devient intéressant, car en théorie, Mariupol n'est pas à portée de tir ukrainien. Même au point le plus proche, la ville de Vuhledar, on est toujours à 100 km, alors que les missiles traditionnels livrés à l'Ukraine pour les lance-roquettes HIMARS n'ont une portée que de 80 km maximum. Alors, s'agit-il l'œuvre de drones? Selon les spécialistes que nous avons interrogés, c'est une possibilité. On sait que les Ukrainiens sont capables de projeter leurs drones explosifs jusqu'à la base d'Engels en Russie, autrement dit de frapper aux profondeurs. C'était le 5 décembre dernier. Deuxième option, et c'est plus étonnant, des missiles GLSBD. Il s'agit de ces petites bombes promises par l'administration américaine d'une portée de 150 km. Début décembre, l'un des porte-paroles du Pentagone avait précisé que la remise des GLSBD n'aura pas lieu avant plusieurs mois. Alors, est-ce à dire que ces bombes sont déjà utilisées sur le terrain? Là encore, c'est une possibilité. Écoutez le professeur à l'école militaire belge, Xavier Netz. Ça vient des positions ukrainiennes, mais donc loin, derrière le front, suffisamment loin pour ne pas que leur lanceur soit à portée de l'artillerie russe. Il s'agirait de missiles, les fameux GLSDB, qui sont des bombes auxquelles on a accolé un moteur de fusée. Ça les transforme en missiles, en fait, en missiles très longue portée, donc qui seraient capables d'atteindre des distances qui sont supérieures à celles des systèmes HIMARS qu'ils ont déjà. Et en parallèle, la Russie a subi une autre attaque, mais qui n'est pas militaire cette fois. Oui, il s'agit d'une attaque informatique. C'est ce que disent les Russes. 4 radios locales qui émettent dans plusieurs villes en Russie ont été piratées. Dans les villes de Nijni Novgorod et de Kazan au nord-est du pays, ou encore Belgorod et Voronej près de la frontière ukrainienne. Voici ce que les habitants ont pu entendre sur les ondes. Écoutez. Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытие. Vous avez entendu des alarmes comme pour prévenir d'une attaque. C'est d'ailleurs le son qu'on entend tous les jours en Ukraine pour demander à la population de se mettre à l'abri. Dans la foulée, les autorités de Belgorod accusent l'Ukraine de piratage et nient toute menace de frappe et de raid aérien. La diffusion de l'une des stations de radio le matin du 22 février aurait été piratée côté ukrainien. Le but est de semer la panique, même démenti dans la région de Voronej. Ce message est une provocation des complices du régime de Kiev et n'est pas vrai. La situation dans la région est sous contrôle et sans incident. Pour l'instant, rien n'a été revendiqué côté ukrainien. Merci beaucoup, Lucille. Je me tourne vers vous, messieurs. Vous êtes de grands spécialistes défense, l'un et l'autre. Pierre Servan, d'abord, est-ce que vous croyez au GLSDB? C'est vrai qu'on a parlé de la fourniture de ces armes qui ont une plus longue portée que les HIMARS, mais on pensait que ce serait dans plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça me paraît effectivement un peu tôt par rapport à ce qu'on peut savoir des délais d'acheminement. Par ailleurs, les Ukrainiens ont d'autres capacités pour frapper relativement loin. Jean-Dominique a une précision, je
je le laisserai tout à l'heure la donner sur les problèmes de distance. Rappelez-vous que les Ukrainiens sont parvenus, il y a quelques semaines, à frapper le territoire russe à 400, 500, 600 km avec des moyens militaires purement ukrainiens, à savoir des bombes volantes, des sortes de V1, V2, Deuxième Guerre mondiale, soviétiques, boostées. Assez rudimentaires, mais enfin suffisamment efficaces pour aller taper à plusieurs centaines de kilomètres. Les Ukrainiens ont aussi des drones roquettes, ou des roquettes, les drones turcs qui ont cette capacité. Et puis vous avez le Toshka, qui est un vieux missile soviétique sol-sol, qui avait permis aux Ukrainiens de frapper notamment Rostov-sur-le-Don, qui est à peu près à 120 km. Donc je pense que les Ukrainiens ont de quoi frapper dans la profondeur à cette distance. Alors après, que signifient ces frappes ? Qu'est-ce qui était véritablement visé ? Juste une toute petite réflexion tactique et stratégique. Mariupol, il y a tout le symbole que vous avez rappelé sur la mer d'Azov, cette mer d'Azov qui a été volée, en tout cas l'accès à la mer d'Azov volé à l'Ukraine. Poutine s'en est vanté dans son discours de mardi, et donc il peut y avoir des frappes de type symbolique ou des frappes militaires, parce que Mariupol est un endroit où il pourrait y avoir, les Ukrainiens pourraient être tentés de faire une fracture à partir de la ville de Melitopol, qui est à l'intérieur du pays, vers Mariupol. Si évidemment les Ukrainiens ont choisi cet axe-là pour couper ces forces russes en deux, qui ont récupéré l'accès à la Exactement. mer d'Azov. Donc ça pourrait avoir du sens, mais encore une fois, je dis ça avec la plus grande prudence. On a très peu d'éléments pour l'instant. Et on ne va pas spéculer, en effet, puisqu'on ne sait même pas quelles sont les destructions, s'il y en a, et on ne sait pas exactement quelles sont les cibles qui ont été frappées. Jean-Dominique. Oui, je regardais sur Google Earth, sans faire de publicité pour ce magnifique service. On est quand même aux portées limites. On est plus autour de 80 km. On est aux portées limites des systèmes HIMARS. Mais, comme l'a bien expliqué Pierre, ils ont de quoi frapper parfois des cibles qu'ils estiment des cibles stratégiques parce qu'importantes symboliquement. C'est important symboliquement. C'est ça, parce qu'ils ont très peu frappé Mariupol ces derniers temps. La question, est-ce qu'ils ont déjà ou pas ces nouveaux armements livrés par les Américains à plus longue portée ? Ça, on ne sait pas, et on le saura le jour où les Russes en recevront sur la tête, parce qu'ils ne le diront pas avant. Et donc, peut-être que c'était ça. Mais de toute façon, ces armements arrivent. Ça, il n'y a aucun doute. Donc, si ce n'était pas hier soir, ce sera la semaine prochaine. Donc, ça change pas. Ça va changer la situation militaire, mais que ce soit hier ou demain, au fond, peu importe à ce niveau-là. Catherine Gentil, on le rappelle, bien sûr, la dimension symbolique. Peut-être d'abord et avant tout de Mariupol, qui a été le théâtre d'une des batailles les plus féroces. On se souvient tous le théâtre de Mariupol, Azovstal, etc. Symbole de la reconstruction voulue par les Russes. On va voir ces images que vous avez sans doute déjà beaucoup vues avant, après ces immeubles détruits, éventrés, noircis, et puis ce que les Russes ont reconstruit à l'hâte, avec force publicité d'ailleurs. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est visé par les Ukrainiens. Oui, c'est un double symbole, je pense, ces frappes des Ukrainiens sur Mariupol aujourd'hui. D'abord parce que, effectivement, c'est le lendemain du grand discours de Vladimir Poutine qui a essayé, durant 1h45, de justifier son opération militaire spéciale. Et dans cette région de Mariupol, effectivement, les Russes se sentaient en sécurité. Donc c'est aussi pour leur dire, eh bien non, finalement, on va vous faire vivre aussi ce que nous, les Ukrainiens, on vit tous les jours, avec des frappes qui peuvent intervenir à n'importe quel moment. Le fait d'avoir piraté les radios, c'est exactement dans le même sens. C'est faire vivre aux Russes ce que vivent les Ukrainiens avec ces alertes permanentes. Et puis Mariupol, hormis sa situation stratégique, effectivement, sur la mer d'Azov, c'était aussi
et les Russes le disent et le répètent et le montrent, leur but, c'est de créer cette station balnéaire pour expliquer que la vie, finalement, avec les Russes est beaucoup mieux qu'à l'époque des Ukrainiens. Donc frapper cette ville, évidemment, pour les Ukrainiens, c'est à plus d'un titre un symbole très fort. Oui, Catherine vient de le dire. Il y a une dimension de surprise. Là, on l'a vu avec ce blogueur militaire qui dit, en gros, je résume, je ne comprends pas. Je pensais qu'il y avait une sorte d'accord pour qu'on ne frappe pas, ce qui semble assez étonnant quand on est en période de guerre. Oui, je pense qu'il y a une dimension historique et en tout cas stratégique, psychologique des deux côtés. Tout d'abord, les Ukrainiens veulent montrer qu'ils sont là et qu'ils résistent et qu'ils ne se laissent pas faire finalement, parce que cette russification de Mariupol, ils disent non en venant frapper. Et de l'autre côté, les Russes, en étant à Mariupol et en essayant d'y rester coûte que coûte, eh bien disent, vous voyez, la vie sera merveilleuse avec nous, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et c'est peut-être aussi une façon pour les Russes, par anticipation, de gommer tout ce qu'il y a de la destruction ancienne. On passe rapidement à quelque chose de complètement de nouveau, avec des immeubles qui sont très bien, parce qu'ils savent pertinemment que le jour venu, les images resteront. Et s'il y a trop d'images de catastrophes, c'est autant de choses qui sera à leur dépens. Donc il y a cette volonté de gommer très rapidement, une façon pour les Ukrainiens de dire non, vous n'allez pas vous en sortir à si bon compte. Nous sommes là et il ne va pas y avoir une russification passive de la région. Et Pierre Servan, Catherine Gentil l'a dit, mais ces frappes interviennent, même si elles sont symboliques, même si on n'en connaît pas la portée, dans une séquence internationale qui est extraordinaire, vraiment au sens littéral du terme. Oui, effectivement, d'une certaine façon, symboliquement, ces missiles viennent s'écraser sur les pieds de Poutine et l'éclabousse entre guillemets. Et donc, c'est une façon de montrer que Poutine a beau faire des grands mouvements de bras, des grandes déclarations, des grandes proclamations sur la récupération des terres historiques. On reviendra là-dessus parce que c'est très important à comprendre. Eh bien voilà, Mariupol est touché. Mariupol qui, dans la psyché de Poutine, par rapport à Pierre le Grand, par rapport à la mer d'Azov, la conquête de la mer d'Azov, il y a tout un référentiel là-dessus. Et donc, les Ukrainiens, très habilement, montrent que, voilà, malgré les proclamations de Poutine, les fameux 4 oblasts qui ont été annexés dans des conditions totalement surréalistes au mois de septembre-octobre l'année dernière, eh bien, Poutine ne les tient pas et ne les protège pas. D'ailleurs, juste par rapport aux missiles dont j'ai parlé, qui sont allés frapper dans la profondeur russe, les Russes ont été incapables de les intercepter, alors qu'ils sont censés vendre à de nombreux pays des systèmes de défense solaire très sophistiqués. Visiblement, soit ils ne les ont pas, soit ça ne fonctionne pas. Oui, et Mariupol, c'est la grande victoire pour Vladimir Poutine du début du conflit. Hein. C'est 400 000 habitants, c'est une grande ville, Mariupol. C'était le symbole des symboles, parce que c'était le bataillon Azov, donc, dont les Russes nous avaient expliqué à de multiples reprises que c'était les nazis réincarnés. Et c'était à cette époque aussi qu'on avait vu Wagner arriver. 400 000 à l'époque, 100 000, voilà. Vous voyez, aujourd'hui. Exactement. Donc on voit le nombre de personnes qui ont préféré fuir quand même à cette période-là. Et puis c'est vrai que c'était le face-à-face entre le bataillon Azov et Wagner qui entrait, si j'ose dire, en action sur le terrain ukrainien. C'était les deux unités les plus féroces, soi-disant, qui se faisaient face. Et c'est pour ça que pour les Russes, c'était évidemment très important de réussir à s'emparer de Mariupol, à tel titre qu'ils ont quasiment rasé la ville pour pouvoir la prendre. Et les Russes voulaient absolument que le bataillon d'Azov rende les armes, parce que pour eux, c'était le symbole de l'Ukraine combattante qu'ils réussissaient à faire plier. Jean-Dominique. Oui, on vient de le voir et de le dire. La population de Mariupol a été divisée par 4. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir à qui les Russes ont donné ces nouveaux appartements. On sait qu'il y a beaucoup de Russes qui sont arrivés, effectivement. Des Russes venant de Russie ou des gens habitants pro-russes restant là. Ou ce serait intéressant de le savoir, parce que ça veut quand même dire que lorsque les Ukrainiens reprendront Mariupol, ce que je pense qui arrivera, ils devront quand même gérer ces gens-là. Et ce ne sera pas forcément aussi simple qu'on le croit. Voilà. Je pense que malheureusement, en tout état de cause, Mariupol restera un point sensible. Ça sera vraiment un point de tension. Donc les uns et les autres ne restitueront pas ou n'arriveront pas aussi facilement. Je pense que ça sera un point de tension très fort pour l'avenir. En tout cas, tout ça arrive au moment, ces frappes arrivent au moment où CNN nous apprend
que lundi, au moment de la visite surprise de Joe Biden en Ukraine, la Russie a échoué à effectuer un test d'un missile, Sarmat sans doute, qui semble donc avoir échoué à peu près au moment où le président Biden était en Ukraine. On se souvient bien sûr que la Maison-Blanche avait prévenu de la visite de Joe Biden en Ukraine. Le Sarmat, le fameux Satan 2, comme il a été surnommé, c'est une portée de 10 000 km, c'est évidemment pratiquement 200 fois la bombe d'Hiroshima. Ce test, grandeur nature, a été sans doute quelque chose de symbolique. Et a priori, il n'a pas fonctionné, en tout cas d'après CNN. Oui, alors pour le coup, c'est pas de chance pour les Russes, parce que si ça avait fonctionné, d'un côté, effectivement, ils ne s'attaquaient pas, et on ne peut pas dire qu'ils en aient eu le projet, j'imagine, mais à Joe Biden venant en Ukraine, et en même temps, ils faisaient preuve de leur supériorité dans ce domaine-là de l'armement. Donc c'était pour eux, ils gagnaient entre guillemets sur les deux tableaux, c'est-à-dire ils se comportaient comme des gens responsables en ne bombardant pas Kiev au moment du voyage de Joe Biden. Et en même temps, ils montraient aux Américains qu'ils étaient effectivement une puissance militaire incontournable, puisqu'il y a même certains armements dont ne disposent pas encore les Américains à l'heure actuelle. Mais si ça n'a pas marché, effectivement, ça a complètement réduit à néant ce calcul qu'avaient dû faire les Russes.